De la pensée à la conscience. Un soir, alors que je regardais le ciel étoilé, une évidence sur la nature de l'univers m'est apparue. Que voyons-nous lorsque nous levons les yeux vers le ciel? Nous voyons qu'il y a deux dimensions. Il y a les objets célestes et il y a l'espace. L'univers est composé de choses manifestées, le soleil, les planètes, la lune, les milliards de galaxies. Puis, il y a l'immense étendue de l'espace qui crée ce sentiment d'ébahissement et d'infinitude. La profondeur de l'espace est inconcevable. Elle est sans fin, au point que, même si nous nous déplacions à la vitesse de la lumière jusqu'à notre galaxie voisine, Andromède, cela prendrait 2 300 000 années pour nous y rendre. Et il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Cette immensité inimaginable de l'univers extérieur s'applique aussi à l'univers intérieur. Il y a également en vous deux dimensions, les choses et l'espace. L'espace silencieux entre les mots. La vie de la plupart des gens est encombrée d'éléments physiques avec lesquels ils doivent composer. Ils doivent faire face à ceci ou à cela. Toute leur attention est dirigée sur ce qui les entoure. Ils ont toujours besoin de plus pour se sentir comblés. Puis, dans un sens plus large, il y a leur situation de vie qui est composée d'une accumulation d'événements et de circonstances qui demandent toute leur attention. Tout leur dit que ceci est important. Il y a donc l'attrait des choses, non seulement l'attrait des objets matériels, mais aussi l'attrait des situations. Le monde est composé de choses qui demandent de l'attention, sauf qu'il n'y a jamais suffisamment de temps pour s'occuper de toutes ces choses. Pendant que les gens s'occupent d'une chose ici, il y en a 3 autres qui font surface là-bas. Ils remplissent donc leur vie par cet attrait du monde des choses qui ne les laisse jamais en paix pendant bien longtemps. Le moi dans chaque pensée. Sur le plan fondamental, le monde des choses commence par la pensée. Que ce soit des choses physiques, des événements ou des circonstances dans votre vie, tout cela n'existe vraiment en vous que sous forme de pensée. Ce qui vous parvient, que ce soit les perceptions sensorielles, auditives ou visuelles, est traduit en impulsions nerveuses qui parviennent au cerveau. Ces impulsions sont alors décodées et une image du monde prend forme. La vie de la plupart des gens est remplie de pensées incessantes, d'activités mentales, d'objets qui apparaissent dans leur conscience les uns après les autres et qui se font la guerre de temps en temps. Vous pouvez voir sur leur visage comment ils mènent leur vie, la façon dont ils interagissent avec d'autres personnes. Ce que l'on décèle le plus souvent en réalité, c'est l'absence de l'espace. Les gens ne savent plus qu'ils existent. Ils ne connaissent que les objets qui apparaissent. Toute sensation d'espace a disparu. Ils perçoivent donc leur vie comme un défilement continu d'objets. Churchill a défini l'histoire de l'humanité comme une sacrée chose après une autre. Si vous questionniez les gens sur leur vie personnelle, ils pourraient vous donner la même réponse. La vie est une gamme ininterrompue de pensées et de sacrées choses défilant les unes après les autres. Au moment où vous pensiez que finalement vous avez réussi, une autre sacrée chose apparaît. Vous êtes tous en quête de quelque chose.
l'aisance financière, le succès, la reconnaissance. Et tout le monde cherche à obtenir quelque chose de vous. Pour ma part, je n'ai rien à donner au niveau des choses. Aucun maître spirituel n'a de choses à donner. J'essaie tout simplement de vous montrer la possibilité de vivre sans être obsédé par les choses. Et j'utilise ce mot dans un sens très large. Je ne veux pas dire simplement obsédé par des choses matérielles, car ce n'en est qu'un aspect. Obsédé par les choses veut dire possédé par les pensées reliées à celles-ci, totalement sous l'emprise des pensées qui défilent les unes après les autres. Nous puisons tous notre sens d'identité de cette rivière mentale qui coule sans fin. Il y a un sens de soi, de « je » dans chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion, chaque interprétation, chaque réaction. Ma relation avec le monde est moi contre le reste du monde. C'est la bataille que je dois livrer. Je dois me défendre et combler le sens du moi. Pour y arriver, je dois chercher encore plus de choses que j'accumule et intègre comme faisant partie de moi-même. Observez la dimension de l'espace. Le véritable maître spirituel que vous recherchez n'est pas à l'extérieur de vous. Ce que vous vivez à l'heure actuelle se passe dans votre conscience. Je suis en vous. Cette voix que vous entendez s'élève à l'intérieur de vous. Il n'y a rien d'extérieur. Tout pourrait être une illusion, mais la voix est réelle. Elle s'élève en vous et elle pointe vers la possibilité de vivre d'une façon différente, de vivre une vie qui ne soit pas un fardeau et une recherche continuelle. Il est donc possible d'être conscient de l'espace intérieur dans lequel les pensées continuent à prendre forme, tout en étant conscient d'une dimension de la conscience qu'on appellerait la conscience de l'espace. Cela est facile à faire. Par exemple, ça se produit quand vous prenez conscience des mots que vous entendez actuellement. Ici, prendre conscience veut dire porter attention, observer. Vous remarquez ici qu'il y a deux dimensions, comme lorsque vous regardez le ciel la nuit. Il y a les paroles et il y a l'espace silencieux ou le vide dans lequel les paroles prennent forme. Il y a des espaces entre les mots. Même quand les mots sont prononcés, il y a un espace silencieux et calme, sous-jacent. Le simple fait de le réaliser est tout ce qu'il faut pour que la conscience de l'espace soit présente en vous. Vous ne pouvez pas saisir l'espace. Vous ne pouvez pas dire « Ah, maintenant je l'ai », parce que cela redevient, encore une fois, un objet. En étant simplement conscient, vous remarquerez que l'espace est immobile et qu'il n'implique pas la pensée. C'est une sorte d'intervalle sans pensée. Il est possible que quelques secondes plus tard, la pensée intervienne et dise « Ah, c'était un espace silencieux ». À ce moment, vous ne le remarquez plus. Cela devient un souvenir, donc une pensée qui s'est transformée en un objet. Observer un espace silencieux est quelque chose de facile à pratiquer qui rapporte doublement. C'est une façon d'être conscient de deux dimensions, la réalité manifestée et la réalité non manifestée. Si vous pouvez vous déplacer dans la vie en étant conscient des deux, sans perdre contact avec la conscience de l'espace, la vie remplie de choses, c'est-à-dire la vie manifestée, devient très agréable.
Bien sûr, vous ne pouvez totalement échapper à la loi inhérente à la polarité des opposés dans l'univers. Les choses qui vous rendent heureux aujourd'hui peuvent facilement se retourner contre vous, et ce qui vous rend malheureux aujourd'hui peut prendre un autre visage demain. Dans n'importe quelle situation dans le monde matériel, il y aura toujours un aspect positif et un autre aspect négatif. Mais, en étant conscient des deux dimensions, vous pouvez soudainement voir que ceci a mené à quelque chose de fantastique. Toute personne qui a réussi aux yeux du monde sait qu'il y a un côté négatif considérable où un jour vous réussissez et le lendemain vous perdez tout. Mais ce n'est pas la même forme de souffrance qui existe quand vous ne connaissez que le monde des objets. Vous avez des attentes envers les personnes, envers les situations dans votre vie, envers tout. Vous avez certaines attentes qui, dans votre fort intérieur, disent « Faites de moi un être complet, donnez-moi ce qui me manque, rendez-moi heureux. » Mais cela ne se produit pas. Rien dans ce monde ne peut accomplir cela. Aucune situation, aucune personne, aucune condition ne peut vous aider à vous sentir uni tant et aussi longtemps que votre sentiment d'identité restera emprisonné dans la conscience objet. Moi, mon histoire, mes biens, ma réussite. Et la seule façon de se libérer est d'en prendre conscience. La nature et la quiétude. Se promener dans la nature est une excellente façon de prendre conscience de l'espace. Dernièrement, j'ai donné un séminaire dans un coin reculé du pays et j'ai fait le voyage en hydravion. Au moment où le pilote a fermé les moteurs et ouvert la porte, nous avons remarqué le silence qui régnait. Bien sûr, il y avait quelques bruits, les oiseaux, le clapotis des vagues, le bourdonnement des insectes, mais la plupart du temps, c'était le silence. Il est important de se retirer à l'occasion dans des endroits où, sur le plan auditif, vous n'êtes pas bombardé par des bruits tapageurs. Il est si facile dans ces lieux d'être conscient du vaste silence, de l'observer simplement. Dans ce silence, certaines personnes, prisonnières de leur mental, cherchent un bruit puis un autre pour pouvoir l'interpréter par l'entremise de ce même mental. Si elles peuvent entendre un oiseau chanter et faire un commentaire à son sujet, elles estiment qu'elles ont beaucoup de chance. Je ne rejette pas toutes les connaissances, mais dans la nature, nous n'en avons pas besoin. Faites-en l'expérience. Si le silence vous est presque insupportable et que vous essayez de l'ignorer, si vous recherchez un bruit puis un autre avec lequel entrer en relation pour pouvoir l'interpréter, parler, réfléchir, comparer, c'est que vous êtes complètement prisonnier de votre mental. Les amateurs de la nature, ceux qui connaissent les oiseaux, les insectes et les fleurs, ratent de belles occasions d'éveil s'ils ne peuvent se libérer de leur connaissance, du moins temporairement. Le simple fait d'observer suffit pour que l'état de quiétude apparaisse. Dans cet éveil, au moment où on remarque cet état, il n'y a pas de mouvement de la pensée. Pour plusieurs d'entre vous, cette dimension de la conscience existe déjà dans votre vie quotidienne alors que vous ne le savez peut-être pas. Il peut sembler étrange que vous ne le sachiez pas, mais pour le mental,
c'est complètement insignifiant. Ce n'est rien, donc il le rejettera immédiatement. Une chose étrange s'est passée quand j'ai vécu ce changement de conscience. Je me promenais dans Londres, après avoir été complètement accablé par une période de pensées obsessives et problématiques sans fin, dans laquelle je pensais surtout à moi-même. Et je me suis senti tout à coup libéré. J'ai continué à marcher en regardant chaque chose, en me sentant paisible et très heureux. 1 an plus tard, je connaissais la paix profonde. Pourquoi n'ai-je pas remarqué cet éveil plus tôt? Un maître zen m'a dit un jour, « Le zen, c'est simplement arrêter de penser. La fin de la pensée est simplement un état sans pensée, c'est tout. » Je ne réalisais pas à l'époque que je n'avais pas vraiment pensé beaucoup depuis que cela m'était arrivé. C'est de là que provenait la paix, mais je ne savais même pas que les pensées s'étaient arrêtées. Les limites de la pensée. Vous pouvez être plus conscient de ce processus, ce déplacement qui s'accélère et s'approfondit, lorsque vous en prenez conscience. Ceci est très subtil. Peu importe la pensée qui se présente, ne la prenez pas trop au sérieux parce que même la pensée peut exister à l'intérieur de cet espace. Observez simplement. Voici une pensée stupide, en voici une autre, et une autre. Puis vous remarquerez les pensées que vous avez eues depuis des années. Et la pensée vous dira, oui, les choses sont comme ça. En fait, ce n'est pas comment les choses sont, ce n'est qu'une pensée à propos de ces choses. Nous réalisons donc que toute pensée limitée est une perspective limitée, relative et restreinte. Cela ne représente qu'une des perspectives possibles sur toute chose dans n'importe quelle situation, n'importe quel humain, y compris vous-même. Un tout petit point de vue valable, c'est tout. Ne croyez plus qu'une seule pensée peut détenir toute la vérité sur une personne ou sur une situation. Elle ne le peut pas. Donc, quand une pensée telle que « cet homme est un sale type » vous vient en tête, ne la croyez pas. Cela peut être un point de vue, car chacun a en lui le potentiel inhérent à toute l'humanité. Ce sale type peut être aussi un saint qui ne s'est pas encore manifesté. Perdre l'instant présent. Ernest Hemingway a dit « Si des choses comme longtemps, le reste de nos vies à partir de maintenant, n'existent pas et qu'il n'y a que l'instant présent, il faut alors vanter les mérites de l'instant présent. » Hemingway a peut-être oublié ces paroles. C'est si facile d'oublier qu'il n'y a que l'instant présent.
Oublier n'a rien de personnel, cela fait partie de l'esprit humain. Quand vous oubliez, quelque chose d'autre s'impose et voile la vivacité, l'intelligence, la joie inhérente à l'instant présent et à la vie qui ne font qu'un. Alors, vos circonstances de vie deviennent plus importantes que l'instant présent. Elles prennent une importance qu'elles n'ont pas vraiment. Elles sont polarisées. Il y a des hauts et des bas, des bonnes et des mauvaises circonstances. La signification profonde de l'instant présent est reliée à la notion de présence ou de ce qu'on pourrait appeler conscience de l'espace. L'instant présent est plus profond que les événements qui s'y déroulent et il n'est pas séparé de celui que vous êtes. Le seul facteur qui demeure inchangé durant toute votre vie, c'est l'instant présent. Donc, la capacité existe en vous maintenant de faire un pas à l'extérieur de cet état d'esprit qui représente vos circonstances de vie. Je l'appelle parfois la conscience objet, l'histoire, le récit problématique, car il n'y a probablement pas une seule personne dont les circonstances de vie ne sont pas, jusqu'à un certain point, problématiques. Et si elles ne le sont pas aujourd'hui, attendez la semaine prochaine. C'est dans la nature de la réalité manifestée d'être ainsi. Mais ce n'est problématique que de la perspective du sentiment de soi-même. Ce sentiment personnel de vous-même est lié à des choses à faire et à des problèmes à résoudre. Quand vous en prenez conscience, l'état de présence s'élève en vous. Il répond à quelque chose qu'il reconnaît. Il trouve cette conscience essentielle dans laquelle nous sommes tous réunis. Le non conditionné se reconnaît et crée des sentiments de bien-être. Vous pouvez quitter l'état d'esprit de la vie quotidienne au moment où vous remarquez que votre souffrance ou votre malheur ont effacé la peur et le stress. Ces différentes formes de souffrance ont la capacité de vous faire avancer pour réintégrer l'espace du moment présent. Vous vous êtes éloigné, et bien sûr, vous vous éloignerez encore. Vous perdrez le cap, parfois pour quelques heures, parfois pour quelques jours. Mais, peu importe la durée, cela demeure un éveil. La différence qualitative d'être présent plutôt que d'être plongé dans la pensée compulsive est énorme. C'est comme si on s'éveillait d'un rêve, le rêve de la pensée. C'est une chose magnifique que de découvrir la possibilité dans sa vie de sortir d'un état de rêve. Vous êtes à la dérive et tout à coup il se produit quelque chose. La vie vous présente un grand défi. Dire oui à ce qui est. Il existe différentes façons de prendre du recul au moment où vous remarquez que la conscience objet crée de la souffrance parce que vous êtes devenu complètement absorbé par elle. Il y a des méthodes simples et vous les connaissez sûrement. L'une d'entre elles est de dire oui à ce qui est. Un oui intérieur à ce moment présent. Vous lâchez prise sur la conscience objet en permettant aux objets qui sont manifestés d'être comme ils sont. S'il y a souffrance, c'est que, très souvent, ce qui compose ce moment n'est pas ce que votre mental avait désiré, ce qu'il aurait voulu que ce moment soit. Vous ne pouvez pas trouver la paix ou vous retrouver vous-même en travaillant exclusivement au niveau de la conscience objet. Essayez de réarranger la configuration d'objets dans votre vie de telle façon que le tout s'emboîte parfaitement ne vous procurera pas la paix escomptée. C'est ce que la majorité des gens essaient de faire.
Mais ça ne dure jamais très longtemps parce que ce n'est pas dans la nature de la réalité phénoménale d'être comme ça. Les choses changent continuellement et influencent les situations. Même si elles sont merveilleuses, il y a toujours un autre aspect. Toute existence phénoménale ne pourrait exister sans l'attraction des polarités, le chaud, le froid, le haut, le bas, la naissance, la mort. Il serait futile d'essayer de changer cette réalité. Vous pouvez aussi choisir d'honorer cette dimension de votre vie et faire de votre mieux à ce niveau. Mais même si vous faites de votre mieux, ça ne suffira jamais parce que vous n'avez pas quitté le niveau de la conscience objet. Il y a plusieurs personnes qui essaient très fort et qui disent à la fin « les choses n'étaient pas censées arriver de cette façon ». Souvent, ce sont des gens merveilleux qui dédient leur vie entière à aider les autres, peut-être comme travailleurs sociaux ou en allant dans des pays du tiers-monde. Plusieurs d'entre eux, après quelques années, souffrent d'épuisement. Ils se sentent vidés parce qu'il y a tellement de souffrance. Il ne semble jamais y avoir une fin. Ces gens fonctionnent exclusivement sur le plan de la conscience objet et il est très facile de la laisser nous absorber. La clé est de trouver la dimension de l'espace qui est au-delà des polarités que l'on retrouve dans la conscience objet sans s'attendre à ce qu'un jour tout aille bien. Cela peut se produire, mais pas de la façon anticipée par le mental. Peut-être que tout va déjà très bien, mais vous ne le savez pas. Permettez à la configuration particulière d'objets dans votre vie d'être comme elle est, même si cela semble problématique. Ce faisant, vous brisez votre identification à la conscience objet. Permettre est un recul, et quand vous reculez, un espace s'ouvre autour des circonstances particulières de la situation de ce moment. Quand une personne hurle devant vous, vous accusant d'avoir fait quelque chose, l'impulsion inconsciente est de dire « Comment osez-vous dire que j'ai fait cela ?» Mais si vous permettez à cette situation d'être ce qu'elle est, en l'observant sans réagir, il se crée tout à coup un espace autour de l'agitation. Au tout début, cet espace est très subtil, mais avec le temps, vous réalisez sa profondeur. Même les grandes périodes d'agitation dans votre vie, comme la maladie et la mort, peuvent être observées avec du recul. Quand vous restez aligné intérieurement avec l'état d'être de chaque moment, vous accédez à une dimension plus profonde qui vous permet de vous libérer de toute dépendance sur le monde des formes. La présence sans la pensée. En étant présent à vos perceptions sensorielles, vous vous éveillez à quelque chose de plus profond. Cet éveil vous sort de votre histoire personnelle au lourd passé et à l'avenir incertain. En étant conscient, vous découvrez en grande partie la beauté de vivre votre histoire personnelle. Sinon, vous vous contentez d'exister en vous déplaçant d'ici à là, en attendant que quelque chose se produise. Sortir de son histoire permet de découvrir les profondeurs et la vivacité du moment présent, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Cela peut se produire à tout moment. Vous pouvez être gravement malade, dans une chambre d'hôpital à attendre votre traitement et soudain, sans aucune intention de votre part, vous devenez totalement présent. Les étiquettes mentales tombent. Vous remarquez sur le bord de la fenêtre une petite plante. La couleur des feuilles est intensément vivante. N'entrant pas en relation personnelle avec elle,
vous ne faites qu'apprécier sa présence. L'éveil déclenché par cette simple plante vous apporte un calme intérieur réconfortant. Quand l'histoire ne se déroule pas dans votre mental, cette dimension qui est l'espace et le calme est soudainement là, qui vous libère de vous-même et des circonstances de vie auxquelles vous vous identifiez. Vous pouvez donc vous libérer de vos histoires personnelles en utilisant, pour ainsi dire, différentes portes de sortie. La vie n'est pas autre chose qu'un rêve sans fin, et ce rêve prend forme un jour et disparaît le jour suivant. À l'intérieur du rêve de vos circonstances de vie se trouvent ici et là des petites portes de sortie. Vous êtes plus motivé à chercher ces portes quand vous êtes malheureux que quand vous êtes heureux. Le changement est rapide de toute façon. Le malheur suit après une phase de bonheur. Vous pouvez alors commencer à chercher des indications pour la sortie. Ne serait-ce pas malheureux si, pris dans un cauchemar, tout ce que vous auriez à faire serait de chercher une petite pancarte lumineuse sur laquelle est écrit « Sortie ». Sur une pancarte, il y aurait décrit « Sortie par la perception sensorielle », sur une autre « Corps intérieur » et sur une troisième « Arrêtez de penser ». Cette dernière vous permet de découvrir à l'intérieur de vous-même que vous pouvez simplement choisir d'être présent à ce qui est sans interférence de la pensée. Vous choisissez la présence, vous choisissez de ne pas penser, et alors, tout le rêve prend fin. Peu importe quelle sortie vous prendrez, si vous en prenez une, vous arrivez en fin de compte au même endroit. Mais, quelle que soit la sortie que vous utilisez, vous accédez à ce qui est au-delà du phénoménal. Que vous le vouliez ou non, votre vie et la façon dont vous la ressentez sur le plan extérieur est fortement influencée par le fait que vous êtes enraciné dans la profondeur de votre être, dans l'espace et le calme de la présence. Ce n'est pas que les deux mondes soient complètement séparés. Ils ne le sont pas. Quelque chose découle de la réalité non manifestée. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est ainsi quand on utilise le langage. Quelque chose passe de la réalité non manifestée au monde de la manifestation et le rend plus bienveillant. Il existe encore des polarités, mais ce qui s'atténue, c'est la violence, la dureté qui autrement sont inhérents à la polarité. Ainsi, le monde de la forme se déroule avec plus de gentillesse, plus de douceur. Ceci est le chemin par lequel l'amour circule de la dimension non manifestée au monde de la forme. L'amour véritable ne provient jamais du monde de la forme. Il émane du monde sans forme. C'est l'unique façon par laquelle il peut entrer dans votre vie. Le véritable amour est de voir toute chose sans défaut. C'est ainsi qu'il nous parvient de l'autre dimension. Les identifications conceptuelles. Que vous écoutiez ce livre audio fait partie de cette impulsion d'évolution que nous retrouvons chez les êtres humains qui veulent aller au-delà de la conscience limitée. Cette impulsion évolutive se retrouve en eux, même si plusieurs y résistent parce que les vieilles structures sont encore très denses. Il y a tout de même une énorme poussée à l'intérieur d'eux,
vers la transformation, et pourtant, il y a refus de lâcher prise sur les vieilles structures. Ce sont simplement les vieilles structures qui s'accrochent. C'est si souvent le cas que les êtres humains ont besoin d'une expérience désastreuse pour s'en libérer. La grâce des malheurs est qu'ils aident à ouvrir les structures lourdes du mental. La carapace est fêlée. Donc, si on regarde en dessous de la surface, il y a de la grâce dans chaque malheur. D'une perspective limitée, on ne peut percevoir cela. Et c'est la beauté de la chose. La grâce divine s'y trouve aussi. Il y a ceux qui sont ouverts à cette impulsion évolutive, comme vous l'êtes, qui n'ont vraiment plus besoin de malheur dans leur vie. Ou peut-être vous faut-il un dernier petit malheur pour vous sortir de l'identification au mental. Comme le disait si bien Jésus, ne pensez pas à demain, car demain prendra soin de lui-même. Ce qui revient à dire de ne pas s'inquiéter du lendemain. En fait, il est mieux de dire de ne pas penser au lendemain, parce que l'anxiété et la pensée sont intimement liées. Dans l'enseignement bouddhiste et dans l'enseignement zen, quand les érudits pensent à ce qui est appelé l'état du vide, ils se demandent qu'est-ce qu'il voulait dire par vide. Certains en ont déduit à tort que l'état du vide faisait référence à un enseignement nihiliste, quelque chose qui va à l'encontre de la vie, comme un enseignement athée. Je crois plutôt que le vide bouddhique est tout simplement cet état de conscience pure, sans pensée, un état de conscience non conditionné. Qu'y a-t-il à comprendre ? On ne peut pas comprendre l'absence de pensée. Il faut le vivre. Quand vous arrêtez de penser, vous devenez plus intelligent, car la véritable intelligence est présente. Il se peut que la pensée vienne de temps en temps sous forme de conscience-objet pour traduire certaines choses en paroles, mais ça provient du niveau d'absence de pensée, de la réalisation, et vous êtes connecté à la totalité de ce qui est à travers cela. La séparation disparaît. L'écran de la conceptualisation du mental disparaît, le sentiment d'appartenance du moi disparaît, le moi lui-même disparaît. Et puis, vous ne fabriquez plus le sentiment du moi conceptualisé pour les gens que vous rencontrez. Cette conceptualisation qui se produit par l'entremise du mental est la chose la plus terrible à se produire dans les relations. Vous fabriquez un sentiment de moi conceptualisé représentant des objets dans la conscience, la pensée, le jugement, les points de vue, les opinions, et vous figez l'être humain comme vous vous figez vous-même dans une petite histoire. Quand vous figez l'autre sous une étiquette, c'est tout ce que vous voyez de lui. C'est la confirmation que l'identité conceptuelle que vous avez imposée est correcte et que ce que vous pouvez voir est la preuve de votre propre projection. Ceci s'applique aussi aux gens qui ont une vision du monde fortement conceptualisée, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Le monde est ainsi fait. Les êtres humains sont ainsi faits. Certaines personnes ont fabriqué une identité conceptuelle pour toute l'humanité et elles diront que les gens sont tous des requins et des menteurs. Peut-être, enfants, ont-ils été déçus par leurs parents. Ils ont développé des concepts sur la nature des choses et ceux-ci filtrent tout ce qui ne concorde pas encore avec ces concepts. Toutes les personnes qu'ils rencontreront par la suite seront des requins et des menteurs parce que tout ce qu'elles ont comme référence, ce sont leurs concepts. Elles ne pourraient pas voir un être humain rempli d'amour parce qu'elles perçoivent la réalité à travers le voile de la conceptualisation
et ceci obstrue toute partie de la réalité qui n'est pas en accord avec leur concept. C'est là le piège dans lequel est tombée l'humanité. C'est là la condition humaine, et c'est ce dans quoi le Moyen-Orient est emprisonné. C'est pour cela qu'ils mènent des guerres religieuses et tribales, une identité complètement conceptualisée pour eux-mêmes et pour les autres. Ils sont complètement piégés par la pensée. Certains musulmans tentent d'imposer le concept de non-croyant comme les chrétiens le faisaient dans le temps, et être un non-croyant est un concept suffisant pour réduire un être humain à un objet mental, sans vie. Donc, de tuer un non-croyant est complètement justifié parce que ce n'est pas un être humain, c'est un non-croyant. Vous n'avez pas exactement les mêmes croyances que nous et nous allons vous tuer. Voilà la condition humaine. Et si vous ne les tuez plus physiquement, vous les tuez de façon différente. Vous les tuez en leur imposant une identité conceptualisée. C'est l'acte de violence primordial et d'autres formes de violence en découlent. Ce que je viens de décrire est la condition humaine. Et nous voulons aller au-delà de cela. Vous pouvez voir à quel point le tout est relié à la pensée et au manque de connaissances au-delà de la pensée. Se retrouver ainsi piégé représente la fin de la dimension de la pensée. L'humanité arrive à la fin de cette dimension. Si elle n'y parvient pas assez vite, elle disparaîtra. Vous savez à quel point l'univers est rapide. Il utilise n'importe quel moyen. Qui sait, d'autres formes de vie, d'autres planètes. Mais il y a de fortes chances que les êtres humains réussissent parce qu'après tout, nous voulons nous en sortir. Et c'est un bon signe. S'intéresser ou être attiré par le pouvoir du moment présent est un autre bon signe. J'utilise cette phrase dans le sens le plus large. Je ne parle pas simplement du livre, mais de l'instant présent comme état de conscience élargi. Nombreux sont les gens qui empruntent cette voie, et cet engouement pour le moment présent se produit beaucoup plus rapidement que j'aurais pu l'imaginer. Il y a donc des endroits sur la planète où la nouvelle conscience se manifeste. C'est comme une vague qui a pris forme et qui s'est calmée. Cela peut prendre un siècle dans différentes cultures, mais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Les gens sont prêts. La vague est déjà passée une fois et elle a laissé quelque chose derrière elle. Maintenant, cette ouverture est partout sur la planète. C'est bien. Mais ce qui importe vraiment, c'est vous. Vous ne pouvez pas vous libérer de la pensée en utilisant la pensée. Mais vous pouvez dire, voyons si je peux me permettre d'être libre de toute pensée. Entre cet arbre-ci et celui-là, il y a un espace où l'on peut simplement marcher. Il y a peut-être quelques étapes à franchir, mais on ne compte pas les étapes, car ce n'est qu'un pas. Donc, entre les deux arbres, cet espace physique est devenu un espace intérieur libre de toute pensée. Vous regardez l'arbre et vous marchez. Et puis, il y a un autre arbre, et vous marchez entre les deux arbres. L'espace sans la pensée. C'est magnifique. Chaque fois que cela se produit, il n'y a pas de structure mentale passée qui brûle en vous, d'accumulation du passé, même de douleur passée, parce que dans la présence de cet état de présence, le passé qui s'était accumulé en vous disparaît. L'accumulation de passé est ce que l'on appelle en Orient le karma. Ce sont les identifications inconscientes et le sentiment de soi qui en découlent. Et ce passé
est de plus en plus dévoré par les flammes alors que nous sommes assis ici sur le bûcher de la présence. C'est une chose magnifique. Il y a quelques personnes qui ne sont pas encore prêtes pour ça. Je ne suis pas fait pour être brûlé vivant, je veux garder mon passé, disent-elles. Je ne dis pas que vous perdez vos souvenirs, mais le passé représente l'identification au conditionnement de votre mental. Plus vous êtes présent à ce qui est, plus le conditionnement perd de son intensité. C'est toujours le même conditionnement, mais il commence à pâlir comme une vieille photo qui, après quelques années, disparaît tout simplement. N'importe laquelle des portes de sortie vous conduit à l'absence de pensée. Vous pouvez y aller directement, cependant. Aucune pensée ne peut être considérée comme une porte de sortie en soi. Dire oui à ce qui est, la perception du corps intérieur, une conscience aiguë des perceptions sensorielles, toutes ces portes vous sortent de la pensée, du mental. Puis, après les avoir utilisées, vient le moment où vous pouvez y aller directement. Vous avez peut-être entendu parler de Ramana Maharshi, le grand sage qui a vécu pendant la première moitié du XXe siècle. C'était un grand enseignant. Quelqu'un lui a demandé un jour comment savoir si l'on fait des progrès dans son cheminement spirituel. Et il a répondu, « C'est facile. L'absence de pensée est la mesure du progrès dans le cheminement spirituel. » Cela ne vous donne plus beaucoup de matière à réflexion, n'est-ce pas? Après cela, pourrait-il y avoir d'autres questions? ADA Audio vous a présenté Entrez dans le moment présent. Conférence de Eckhart Tolle. À la narration Vincent Davy. Traduction Alain Calfon. Choix de texte et adaptation audio Jacques Gladu. Révision Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance.